La gifle claqua dans la cour d'entraînement comme un coup de feu. Chaque recrue se figea. Plus personne ne respirait. Le sergent-chef Shane Garrett se tenait au-dessus de l'homme qu'il venait de frapper. Un soldat tranquille, sans relief, qui n'avait absolument rien fait de mal. Et il rit. Il croyait faire un exemple. Il ignorait qu'il venait d'allumer la mèche de l'erreur la plus catastrophique de toute sa carrière militaire. Parce que l'homme qui saignait sur ce sol poussiéreux n'était pas simplement une recrue. Il n'était pas simplement un père célibataire qui s'était battu pour être là. Il était autre chose. Et dans moins de 4 minutes, 4 colonels en feraient la démonstration. Personne ne prêtait vraiment attention au soldat de 2e classe Ryan Mercer quand il débarqua à Fort Caswell. C'était voulu. Il se présenta un mardi matin de fin octobre, comme les autres recrues en retard de cycle. Il remplit ses formulaires avec le même stylo fatigué que tout le monde. Il fit la queue devant le guichet de l'intendance, attendant son équipement sans se plaindre, sans chercher la conversation. Il traversa la procédure d'intégration comme on traverse un contrôle d'aéroport, efficacement, discrètement, sans donner à quiconque une raison de le regarder 2 fois. Le commis derrière le bureau leva à peine les yeux. Nom, Mercer, Ryan Mercer. Âge, 36 ans. Là, le commis se redressa. 36 ans, c'était dans la fourchette haute pour une nouvelle recrue, et il avait le genre de visage qui enregistre ce type de détails pour un usage ultérieur. Il examina Ryan de la tête aux pieds, taille moyenne, svelte, sans être impressionnant, un visage qui avait du vécu, des yeux calmes, d'une façon presque dérangeante. « Service antérieur ?» demanda le commis. « Non » dit Ryan. Le commis haussa les épaules et replongea dans son écran. La trentaine avançait, pas d'expérience militaire. Un de ces types qui essaient de se reconstruire après un divorce ou un licenciement. Fort Caswell en voyait défiler quelques-uns à chaque cycle. Ils abandonnèrent généralement avant la 3e semaine. Il tendit le sac d'équipement à Ryan et passa au suivant. Ryan prit le sac, le jeta sur une épaule et se dirigea vers les baraquements sans se retourner. Son camarade de chambrée était un gamin de 22 ans du Tennessee nommé Cole Briggs. Cole était bâti comme un joueur de football américain, parlait comme un commissaire-priseur et avait décidé en 45 secondes à peine qu'ils allaient être les meilleurs amis du monde. « T'as de la famille ?» demanda Cole en déballant ses affaires qu'elle y sur le lit du dessus. « Chez toi, je veux dire. »« Un fils ?» dit Ryan en posant soigneusement son sac. « Quel âge ?»« 8 ans. »« Comment il s'appelle ?»« Noah. »« Noah. » Cole sourit. « Beau prénom, solide. Où il est pendant que t'es ici, avec sa mère ?» Il y eut une pause, courte. Mais Cole la remarqua. « Avec ma sœur, » dit Ryan. « Sa mère n'est plus dans le tableau. » Cole eut la sagesse de ne pas insister. Il continua à déballer ses affaires en parlant de sa propre famille au Tennessee, de la cuisine de sa mère, de sa petite sœur qui entrait à la fac, de la ferme où il avait grandi. Ryan écoutait sans beaucoup répondre, mais il écoutait de la façon dont les gens écoutent quand ils sont vraiment attentifs, pas en attendant simplement leur tour de parler. Au bout d'un moment, Cole s'arrêta et le regarda depuis le lit supérieur. « T'es vraiment calme pour quelqu'un qui arrive, » dit-il. « La plupart des gars sont au moins un peu secoués le premier jour. » Ryan leva les yeux vers lui. « À quoi ça servirait d'être secoué ?» Cole réfléchit une seconde. « À rien, j'imagine. »« Voilà ta réponse, » dit Ryan, et il éteignit sa lampe de chevet. Le programme d'entraînement de la compagnie Delta était exigeant par conception. Le sergent-chef Shane Garrett le dirigeait depuis 11 ans, et il l'avait façonné en quelque chose qui ressemblait moins à un programme de formation qu'à un exercice contrôlé de destruction de l'individu. Garrett était un grand gaillard, 1m88, 100 kg, avec une poitrine comme un mur et une voix taillée par des années d'usage comme une arme. Il n'était pas stupide, c'était la partie dangereuse. Il était assez intelligent pour savoir exactement où se trouvaient les limites, et assez expérimenté pour savoir comment s'en approcher sans les franchir techniquement. Il avait le don de trouver les points faibles des gens et d'appuyer dessus avec une précision chirurgicale. Et après 11 ans à s'entendre dire qu'il était exceptionnel dans son travail, citation, évaluation favorable, respect informel de ses pairs, ce type de renforcement positif constant avait cessé d'être motivant pour devenir autre chose, une identité, une certitude, un droit acquis. Shane Garrett en était venu à croire,
de la manière particulière et non examinée dont certaines personnes croient des choses sur elles-mêmes, qu'il était intouchable. Il remarqua Ryan Mercer le 3e jour d'entraînement. La compagnie était sur le terrain de sport physique depuis 5 heures du matin, et Garrett parcourait sa routine habituelle de chaos contrôlé, poussant les recrues au-delà de ce qu'elles croyaient être leurs limites, repérant celles qui craquaient et celles qui trouvaient une autre vitesse. La plupart se comportaient exactement comme prévu. Quelques-unes peinaient. Un ou deux le surprenaient. Ryan Mercer ne peinait pas. Mais il ne le surprenait pas non plus. Il était simplement là, faisant exactement ce qu'on lui demandait. Ni un degré de plus, ni un degré de moins. Courant à une cadence assez rapide pour être compétent, mais pas assez pour se distinguer. Faisant ses répétitions avec une forme impeccable, mais sans l'énergie explosive de quelqu'un qui cherche à impressionner. Quand Garrett aboyait des ordres, Ryan répondait chaque fois de la même façon, immédiatement, sans hésitation, mais sans la moindre trace d'anxiété que Garrett avait appris à repérer et à exploiter. C'est ça qui l'irritait. Il ne trouvait pas la fissure. Chaque personne avait une fissure. C'était la conviction fondamentale de Garrett sur les êtres humains. Tout le monde avait quelque chose dont il avait peur, quelque chose dont il avait honte, un point de pression, que si on le trouvait et qu'on appliquait la bonne force, la personne se désagrégeait. Trouver ces fissures et les utiliser, c'était à ses yeux ce à quoi ressemblait un bon entraînement. On trouvait où une personne cassait, puis on la reconstruisait de façon plus solide. C'était la philosophie, c'était la justification. Mais Ryan Mercer le regardait juste, calme, patient, comme un homme qui attend son bus. Ça agaçait Garrett d'une façon qu'il ne parvenait pas à tout à fait formuler. À la fin de la première semaine, Garrett avait fait quelques recherches discrètes. Père célibataire, aucun service antérieur, arrivé par le circuit de recrutement standard, rien d'inhabituel sur le papier. Il avait même interrogé le commis d'intégration qui avait haussé les épaules en disant que le gars semblait sans relief. Sans relief. Ce mot s'était planté dans la tête de Garrett comme une écharde, parce que personne de vraiment sans relief ne semblait aussi calme sous pression. Personne sans entraînement préalable ne se déplaçait comme cet homme. Pas spectaculaire, pas impressionnant, mais avec une efficacité tranquille que Garrett reconnaissait de quelque part, comme regarder quelqu'un qui avait appris à dissimuler la compétence derrière la médiocrité. Il mit ça de côté. Il continua d'observer. Le 9e jour, Garrett sortit Ryan d'un exercice de formation pour démontrer une technique de mise au sol devant la compagnie. C'était une pratique courante. Garrett aimait utiliser les recrues comme sujet de démonstration en direct parce que ça faisait double emploi, enseigner la technique et tester les nerfs. La plupart des recrues, quand on les désignait ainsi devant leurs pairs, montraient une forme d'anxiété de performance. Leurs mouvements se rigidifiaient, leur respiration changeait, leurs yeux se mettaient à faire ce mouvement de va-et-vient caractéristique. Ryan Mercer s'avança quand son nom fut appelé et se planta devant la compagnie, les mains libres le long du corps et les yeux sur Garrett, l'air d'un homme qui n'avait absolument nulle part ailleurs où être. Garrett exposa la technique. Il en expliqua la mécanique, l'angle, le transfert du poids, le point d'appui. Il fut minutieux. Il fut professionnel. Il avait un public et il joua pour lui. Puis il se jeta sur Ryan. La mise au sol fut plus brutale que ce qu'une démonstration d'entraînement exigeait strictement. Garrett le savait et le fit quand même. Il voulait voir où se trouvait le plancher de cet homme. Il voulait voir à quel moment le calme se briserait. Ryan heurta le sol et resta là une seconde. Puis il se releva lentement, sans précipitation. Il épousseta la poussière de son avant-bras et regarda Garrett. « Encore, dit-il. » La compagnie se tut. Garrett le dévisagea. « Qu'est-ce que vous avez dit, soldat ?»« J'ai dit encore, sergent. Aucune insolence dans la voix, aucune attitude, juste une question. » Garrett sentit quelque chose passer en lui qu'il n'aurait pas qualifié de malaise, parce que Shane Garrett ne ressentait pas de malaise, mais quelque chose passa en lui quand même. « À vos marques, » dit Garrett, l'exercice de combat rapproché était prévu pour le 3e vendredi d'entraînement. C'était le jour vers lequel la compagnie Delta avait travaillé, le jour où les recrues seraient appariées et seraient censées appliquer ce qu'elles avaient appris dans un environnement de sparring contrôlé et supervisé. C'était aussi, par longue tradition, le jour où Garrett faisait ses exemples. Il parcourut les rangs le matin, tirant les recrues à part, ajustant les pairings, mettant en scène. Il avait un sens du théâtre qu'il n'aurait jamais admis.
L'exercice de combat n'était pas seulement de l'entraînement, c'était une performance, et Garrett en était le metteur en scène. Il avait déjà décidé que Ryan Mercer ferait partie du clou du spectacle. Les autres recrues le sentaient. Cole Briggs se pencha vers Ryan pendant la formation pré-exercice et dit à voix basse « Il t'a regardé toute la matinée, ça me plaît pas. » Ryan ne regarda pas Garrett, il garda les yeux droits devant. « T'inquiète pas. Je dis juste, il a quelque chose de prévu. J'ai déjà vu cette tête sur des gars comme lui. » Cole ? Ouais. Les yeux droits devant. Cole se redressa, mais continua à lancer des regards obliques vers Ryan pendant les 20 minutes suivantes, comme quelqu'un qui surveille une portion de route dont on lui a dit qu'elle pourrait être verglacée. Quand Garrett appela Ryan Mercer à l'avant de la formation, la compagnie se réorganisa sans qu'on le lui demande. Elle forma un fer à cheval approximatif autour de l'espace de sparring dégagé, comme les publics se sont disposés autour des combats depuis le début de l'histoire humaine. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension, une attente qui n'avait rien à voir avec un entraînement standard et tout à voir avec une dynamique particulière qui couvait depuis 2 semaines et demie. Garrett tournait lentement autour de Ryan, les mains croisées dans le dos. Il parlait, déroulant son commentaire habituel sur la technique, la posture, ce que la compagnie allait observer. Mais ses yeux ne quittaient jamais le visage de Ryan. Et sa voix avait pris une qualité particulière, la qualité d'un homme qui cherche une réaction. « Je veux vous parler de la pression, » dit Garrett, de ce qui se passe quand quelqu'un n'est pas fait pour cet environnement et qu'il se retrouve quand même ici. De la différence entre quelqu'un qui a mérité sa place et quelqu'un qui est entré par une porte dérobée. Il s'arrêta devant Ryan. Certaines personnes ont des relations, des connexions familiales, peut-être des amis bien placés. Elles se retrouvent dans des postes pour lesquels elles n'étaient ni qualifiées ni méritantes et elles font travailler tout le monde plus dur pour compenser le vide. La cour d'entraînement était complètement silencieuse, hormis le vent. Ryan regardait Garrett, patient, immobile. « Vous me suivez, soldat ?» demanda Garrett. « Oui, sergent. »« Bien. » Garrett fit un pas de plus. « Montrez-moi votre garde. » Ryan leva les mains en position de garde, impeccable, propre. Ce qui arriva ensuite prit environ 2 secondes. Garrett tendit le bras et, dans un geste assez rapide pour contourner la garde, mais assez délibéré pour être absolument intentionnel, il frappa Ryan de la paume ouverte sur le côté gauche du visage, fort. Le claquement traversa la cour d'entraînement et rebondit sur le mur du fond. Ryan tituba. Un genou toucha le sol. Sa main alla à son visage. Personne ne bougea. Personne ne fit un son. Cole Briggs, debout dans la formation, sentit le sang se retirer de son visage, parce que ce n'était pas une technique d'entraînement, ce n'était pas une démonstration de force contrôlée, c'était un homme qui en frappait un autre devant témoin. Et la seule raison pour laquelle ça n'avait pas été appelé par son nom, c'est que celui qui l'avait fait portait 11 ans d'autorité et un uniforme qui disait que son jugement pouvait être fait confiance. Ryan resta sur un genou un instant. Garrett se tenait au-dessus de lui. « Debout, soldat, soldat !» Ryan se redressa. Il y avait du sang sur sa lèvre. Un mince filet qui coulait du coin de sa bouche vers son menton. Il l'effleura avec le dos de la main et regarda ce qu'il y avait sur sa peau. Puis, il leva les yeux vers Garrett avec ce même regard calme et stable. « Ce n'était pas dans l'exercice, » dit Ryan. Les mots étaient dits à voix basse. Aucune accusation. Juste un constat. Les yeux de Garrett se glacèrent. « Pardon ? Ce n'était pas dans l'exercice, sergent, » répéta Ryan. Même volume, même ton. Ce que c'était, dit Garrett, sa voix tombant dans quelque chose de dangereux, c'était une illustration. Certaines recrues ont besoin de comprendre que la pression est réelle, que la douleur est réelle. Et si vous n'êtes pas capable d'encaisser une pichenette dans un environnement contrôlé, vous n'avez rien à faire ici. Il fit un pas de plus. Alors, laissez-moi vous poser une question, soldat. Qu'est-ce que vous foutez ici ? Vous vous pointez à 36 ans avec un gosse à la maison et aucune expérience militaire. Vous me donnez 2 semaines de présence minimale. Vous me regardez comme si vous étiez déjà passé par là. Et je veux savoir. Sa voix montait maintenant, emplissant la cour, portée par le silence de 40 recrues stupéfaites. Qui croyez-vous être, bordel ? Ryan le regarda un long moment. Quelque chose bougea derrière ses yeux, pas de la colère, pas de la peur.
quelque chose de plus silencieux que les deux, et d'une façon bien plus significative, comme une porte qui se ferme doucement sur une pièce laissée ouverte par accident. Il baissa la main vers l'appareil accroché à sa ceinture, un petit équipement discret qui était là chaque jour et que personne n'avait jamais songé à questionner. Et il pressa un seul bouton sur le côté. 3 secondes, c'est tout ce qu'il fallut. Puis il releva les yeux vers Garrett. « Je pense que vous devriez reculer, sergent. » Garrett rit. Un son bref, dur. « Je pense que vous devriez reculer, » répéta Ryan. Et maintenant, il y avait dans sa voix quelque chose qui n'y était pas avant. Pas une menace, pas un ordre, quelque chose de plus élémentaire que l'un ou l'autre. La voix d'un homme qui vient de cesser de prétendre être ce qu'il n'est pas, et dont la patience pour la mise en scène est complètement épuisée. Le rire mourut dans la gorge de Garrett. Il ne recula pas, mais il cessa d'avancer. Et pour la première fois en 11 ans à commander la compagnie Delta, le sergent-chef Shane Garrett sentit quelque chose de froid et d'inconnu remonter dans sa poitrine. Il ne savait pas ce que c'était, mais quelque part dans la partie de son cerveau qui l'avait maintenu en vie à travers 2 déploiements et une carrière construite sur la lecture des situations, quelque chose lui soufflait qu'il venait de commettre une erreur très très grave. Cole Briggs raconterait plus tard qu'il avait senti le changement avant de le voir. Il dirait que l'air dans la cour d'entraînement avait changé. Il dirait que la température semblait avoir chuté. Il dirait que c'était comme être dans une pièce quand quelqu'un entre et modifie l'énergie de tout l'espace simplement par sa présence. Sauf que l'espace en question était une aire d'entraînement à ciel ouvert, et que les quelqu'un étaient en fait 4 personnes. Et ils arrivèrent dans des véhicules banalisés qui entrèrent sur la base en file serré et coordonné, et s'arrêtèrent précisément au bord de la cour. 4 portières s'ouvrirent. 4 personnes descendirent. Et chaque individu sur ce terrain d'entraînement, recrue, instructeur subalterne, le commis de la base qui avait traîné pour regarder l'exercice de sparring, chacun s'immobilisa complètement, absolument. Parce que les personnes qui venaient de sortir de ces véhicules n'étaient pas des commandants de compagnie, ni de bataillon. Ce n'était pas le genre de personnes qui se présentent à des exercices d'entraînement sans préavis. 4 colonels en pied se tenaient au bord de la cour. Garrett se retourna lentement. La plus ancienne d'entre eux, une femme avec des filles d'argent aux tempes et un palmarès qui remontait à 23 ans, regarda la cour d'entraînement, regarda Ryan Mercer debout, avec du sang sur la lèvre et le calme dans les yeux, puis regarda Garrett. Elle s'appelait colonel Linda Hargrove, et l'expression sur son visage n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus froid que la colère. « Sergent Garrett, » dit-elle, sa voix portant sans effort sur toute la cour. « Éloignez-vous de ce soldat. » Garrett ouvrit la bouche. Le colonel Hargrove fit un pas en avant. Garrett ferma la bouche. Le 2e colonel, un homme aux larges épaules nommé colonel Thomas Webb, avait déjà sorti son téléphone et parlait à voix basse dedans. Les 3e et 4e se déployaient, se déplaçant avec la précision détendue et délibérée qui communiquait sans un seul mot que cette situation s'était déjà déplacée bien au-delà de tout ce que Garrett avait la moindre capacité de contrôler. Garrett se retourna vers Ryan. Ryan n'avait pas bougé. Il se tenait exactement là où il s'était tenu, une main sur le côté, le sang toujours visible sur la lèvre, regardant Garrett avec ses mêmes yeux patients et stables. « Qui as-tu appelé ?» dit Garrett. La dominance avait disparu de sa voix. À sa place, quelque chose de petit et d'apeuré qui essayait très fort de ne pas en avoir l'air. « Qui est-ce que t'as appelé, bordel ?» Ryan le regarda un long moment. « Je n'ai appelé personne, » dit-il doucement. « Alors qu'est-ce que... » « J'ai appuyé sur un bouton, » dit Ryan. « C'est tout. J'ai appuyé sur un bouton, et les gens qui observaient déjà cet exercice ont fait ce pourquoi ils étaient déjà en position. » Le silence qui suivit ces mots était différent de tous les silences qui l'avaient précédé. Ce n'était pas le silence du choc ou de la confusion, ni la tension retenue de gens qui regardent une confrontation. C'était le silence de 40 êtres humains qui comprenaient simultanément qu'ils avaient été en présence de quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, et que le sol, sous tout ce qu'ils croyaient vrai, venait de se déplacer d'une façon dont ils ne reviendraient pas en arrière. Cole Briggs se tenait dans la formation, la bouche ouverte. Il regarda Ryan Mercer, tranquille, sans relief, 36 ans,
Soldat de deuxième classe, Ryan Mercer, qui ne parlait pas beaucoup, qui écoutait toujours, et qui avait un fils nommé Noah à la maison. Et il pensa à chaque conversation qu'ils avaient jamais eue, à tout ce que Ryan avait dit et à tout ce qu'il n'avait pas dit. Et lentement, pièce par pièce, l'image se réassembla en quelque chose qui avait un tout autre sens. Le colonel Hargrove était maintenant à côté de Ryan. Elle s'était placée entre lui et Garrett avec un naturel qui suggérait que ce n'était pas un geste de protection tant qu'un réalignement, une restauration de l'ordre correct des choses maintenant que la mise en scène était terminée. Elle regarda la lèvre de Ryan. « Vous allez bien, commandant ?» dit-elle. Le mot se posa sur la cour d'entraînement comme une pierre dans de l'eau tranquille. « Commandant !» Les ondes se propagèrent dans toutes les directions. 40 recrues l'entendirent. Les instructeurs subalternes l'entendirent. Le commis de la base l'entendit, et le sergent-chef Shane Garrett, debout à moins d'1 mètre, l'entendit plus fort que tous les autres. Commandant, pas soldat, pas recrue, pas le tranquille, sans relief, père célibataire de 36 ans, qui avait traversé l'intégration 11 jours plus tôt avec un sac d'équipement et des yeux d'un calme que personne n'arrivait tout à fait à expliquer. Le commandant Ryan Mercer regarda le colonel Hargrove. « Je vais bien, dit-il. » Puis il regarda Garrett, et Garrett le regarda en retour. Et dans ce moment, entre ces deux hommes, tout ce qui devait être compris passa sans qu'un seul mot de plus soit prononcé. « Commentez votre ville ci-dessous. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. La deuxième partie est là où tout s'effondre. Le mot planait au-dessus de la cour d'entraînement comme de la fumée. Commandant. Personne ne bougea, personne ne parla. Les instructeurs subalternes qui avaient travaillé aux marges de l'exercice restèrent figés sur place, leurs planches à pince encore levées, leurs yeux faisant cet aller-retour rapide que font les yeux quand le cerveau essaie de réconcilier deux pièces d'information complètement contradictoires. Le commis de la base, qui n'avait aucune vraie raison d'être là, et toutes les raisons humaines instinctives d'y rester, s'était plaqué contre le mur du fond et essayait très fort d'en faire partie. Et le sergent-chef Shane Garrett se tenait au milieu de tout ce silence avec les mains sur les côtés et la couleur d'un homme qui vient de mettre le pied dans le vide sans savoir qu'il y était. Le colonel Hargrove ne le regarda pas tout de suite à nouveau. Elle était concentrée sur Ryan, sur le sang séché au coin de sa bouche, sur la façon dont il tenait sa mâchoire avec la neutralité soigneuse de quelqu'un qui évalue des dommages sans les afficher. Elle sortit un mouchoir plié de la poche de sa poitrine et le lui tendit sans cérémonie. Ryan le prit, le pressa sur sa lèvre, hocha la tête une fois. « Nous avons reçu le signal il y a 11 minutes, dit Hargrove, sa voix baissant jusqu'à quelque chose destiné seulement à lui. Webb avait 2 véhicules en position à l'entrée est. On a bougé aussi vite qu'on a pu. Je sais, dit Ryan, vous étiez dans les temps. Hargrove regarda à nouveau sa mâchoire. Quelque chose traversa son expression. Pas tout à fait de la colère, pas tout à fait de la culpabilité, mais quelque chose dans le voisinage des deux. Ce n'était pas censé aller aussi loin. Non, dit Ryan, non, ça ne l'était pas. C'est alors que Garrett retrouva sa voix. Je veux savoir ce qui se passe en ce moment. Son ton essayait encore de porter de l'autorité. Comme un navire qui essaie de tenir son cap après que le moteur s'est déjà arrêté, l'élan seul en train de faiblir. Je veux que quelqu'un m'explique maintenant ce qui se passe parce que ça fait 11 ans que je commande cette compagnie et je n'ai jamais... Sergent Garrett. Le colonel Webb avait terminé son appel et s'avançait vers eux avec son téléphone toujours en main et cette démarche détendue que les gens puissants adoptent quand ils veulent vous faire comprendre qu'ils ne sont pas pressés parce qu'ils ont déjà gagné. Je vais vous demander de cesser de parler. Avec tout le respect que je vous dois, mon colonel, j'ai le droit de savoir. Vous avez le droit de garder le silence, dit Webb, et je vous conseille vivement de l'exercer. La mâchoire de Garrett se serra, mais ses yeux continuaient à bouger, de Hargrove à Webb, aux 2 autres colonels maintenant positionnés de chaque côté de la cour, avec la précision géométrique de gens entraînés à contrôler un espace. Puis à nouveau vers Ryan, vers l'homme tranquille au sang séché sur la lèvre qui se tenait au centre de tout ça, comme le point fixe d'une roue qui tourne. Garrett le regarda,
Et Ryan regarda en retour. « Qui es-tu » dit Garrett. Ça sortit plus doucement qu'il ne l'avait voulu, presque plaintif, comme si la question s'était échappée avant qu'il puisse l'arrêter. Ryan abaissa le mouchoir de sa lèvre. Il regarda Garrett de la façon dont on regarde quelque chose qu'on a étudié longtemps et qu'on a enfin fini d'étudier. Patient, complet, sans plaisir et sans cruauté. « Je suis la réponse à une question que vous n'avez jamais pensé à poser, dit Ryan. C'est tout. » Garrett ouvrit la bouche et la referma. Derrière lui, il entendit l'une des autres colonels. La troisième, une femme svelte nommée colonel Diana Reeves, parlait à voix basse dans une radio. Il en saisit des fragments. Autorisation confirmée, ressources sécurisées, commencer la documentation. Il ne savait pas ce que tout cela signifiait dans ce contexte précis, mais il en comprenait le rythme. Il avait passé assez de temps dans l'armée pour savoir à quoi ressemblait le début de la fin d'une carrière. Il n'avait tout simplement jamais imaginé que ce serait la sienne. Cole Briggs, toujours dans la formation avec 38 autres recrues, faisait le calcul. Il n'était pas lent. Les gens confondaient parfois l'accent du Tennessee et le sourire facile avec un manque de profondeur, et ces gens étaient généralement surpris. Cole repassait mentalement 11 jours de chambrée partagée, de conversations matinales et les 100 petits détails qu'il avait remarqués et enregistrés sans savoir pourquoi il les enregistrait. La façon dont Ryan se réveillait chaque matin à exactement 4h30, 15 minutes avant le clairon du réveil, déjà complètement éveillé, sans la confusion que la plupart des gens portent les 30 premières secondes de conscience. La façon dont il mangeait, méthodiquement, efficacement, sans prêter attention au goût. La façon dont il se déplaçait dans une foule, toujours avec le dos vers un mur ou face à une sortie, sachant toujours où se trouvait chaque personne dans une pièce avant de se détendre. Et la façon dont Cole réalisait maintenant que Ryan n'avait jamais posé une seule question sur le plan de la base en 11 jours. Pas parce qu'il était incurieux, parce qu'il le connaissait déjà. Cole regarda l'homme, debout à côté du colonel Hargrove, avec son équipement toujours sur lui et le sang séchant sur la mâchoire. Il n'a jamais été une recrue, pensa-t-il, pas une seule seconde. Cette pensée aurait dû le faire se sentir trahi. Elle aurait dû le faire se sentir utilisé. Et il ne pouvait pas tout à fait expliquer pourquoi. Au lieu de ça, elle lui inspirait quelque chose qui ressemblait davantage à de l'admiration. Le colonel Hargrove se tourna vers la formation. 40 recrues, les instructeurs subalternes, le commis figé. Elle se tenait avec l'autorité naturelle de quelqu'un qui n'a pas besoin du silence pour se sentir puissant. Et pourtant, le silence lui vint quand même, immédiatement et complètement. « Ce que vous avez observé ce matin, dit-elle, fait désormais partie d'une enquête interne en cours. Vous n'en discuterez pas entre vous. Vous n'en discuterez pas avec du personnel extérieur à cette compagnie. Vous serez chacun interviewé individuellement par des membres de mon état-major avant la fin de la journée. Toute question relative à cette procédure doit être adressée au sergent-major Harris, qui sera sur place dans l'heure. » Elle marqua une pause. « C'est tout. » Elle se retourna vers Garrett. Garrett était resté très immobile pendant tout ça. C'était un homme qui avait passé sa carrière en mouvement, toujours à pousser, toujours à presser, toujours à appliquer une force dans un sens ou dans l'autre. L'immobilité ne lui venait pas naturellement, mais il était immobile maintenant, avec la particularité de l'immobilité d'une personne dont les options se sont réduites à un point unique. « Sergent-chef Garrett, » dit Hargrove, « vous allez suivre le colonel Webb. »« Je veux faire une déclaration, » dit Garrett. « J'ai le droit de faire une déclaration sur ce qui s'est passé ici. »« Vous aurez la possibilité de faire une déclaration complète, » dit Hargrove. « Au moment approprié et dans le cadre approprié. »« Le cadre approprié, » répéta Garrett, comme s'il testait les mots pour en trouver le sens. « Et où serait-ce, mon colonel ?» Hargrove le regarda steadily. « Une commission d'examen formelle, sergent, convoquée à la date la plus proche disponible. » Quelque chose arriva au visage de Garrett à ce moment-là. Ce n'était pas une seule chose. C'était une série de petites choses qui se produisaient l'une après l'autre en succession très rapide. Le resserrement autour des yeux, le léger mouvement au coin de la bouche, le changement de posture presque imperceptible, une fraction de centimètre vers l'avant, la réponse ancienne et involontaire du corps à la menace. Et puis en dessous de tout ça, quelque chose qui était plus difficile à nommer, quelque chose qui ressemblait moins à une émotion qu'à l'absence d'une.
La chose qui arrive à un visage quand l'histoire qu'il se racontait sur lui-même depuis 11 ans n'a soudainement plus de public. Une commission d'examen, dit-il. Oui, sergent. Le colonel Webb fit un pas en avant alors. Ce n'était pas un grand homme, plus petit que Garrett de 5 centimètres, plus léger de 15 kilos, mais il entra dans l'espace entre eux avec une aisance qui rendait la taille sans pertinence. Ce qui s'est passé sur ce terrain d'entraînement ce matin n'était pas un exercice, dit-il. Les mots étaient plats, aucune chaleur en eux, juste du poids. Et vous le savez, vous le saviez depuis le moment où vous avez choisi de le faire. Garrett le regarda. Je faisais une démonstration de technique. Vous avez frappé un officier supérieur, dit Webb, devant témoin, alors que cet officier opérait sous couverture documentée. Ce n'est pas une démonstration de technique, sergent, c'est une affaire fédérale. Le mot fédéral tomba dans la conversation comme une pierre dans une eau profonde et continua de couler. Garrett se retourna vers Ryan une dernière fois. Il cherchait quelque chose. Cole pouvait le voir de 10 mètres, les yeux qui parcouraient le visage de Ryan comme on parcourt un document à la recherche d'une ligne qu'on était sûr d'avoir vue, refusant d'admettre qu'elle n'était peut-être pas là. Il cherchait un signe que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être, qu'il y avait encore une issue, que l'histoire pouvait encore être racontée autrement. Ryan soutint son regard et ne dit rien. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Les 4 colonels derrière lui et les 40 témoins autour de lui et l'appareil toujours accroché à sa ceinture disaient tout ce qui devait être dit. Et au-delà de tout ça, au-delà du grade, de l'opération et du mécanisme formel qui se mettait maintenant en branle autour de Garrett avec la lenteur inévitable d'une très grande roue, au-delà de tout ça, il y avait juste un homme debout dans une cour d'entraînement avec une mâchoire meurtrie et des yeux stables et absolument nulle part où se cacher. C'est ça qui brisa Garrett, à la fin. Pas les colonels, pas les mots affaires fédérales ou commission d'examen, pas même la pleine compréhension de ce qu'il avait fait et de ce que ça allait lui coûter. C'était la stabilité dans les yeux de Ryan, parce que Garrett avait passé 11 ans à chercher des fissures dans les gens. C'était tout son système, toute sa philosophie, le moteur de tout ce qu'il faisait. Trouver la fissure, appliquer la pression, regarder ce qui sort. Et il avait regardé Ryan Mercer chaque jour pendant 11 jours sans en trouver une seule. Alors il avait fabriqué une situation, il avait escaladé au-delà de l'entraînement vers quelque chose de réel, de physique et d'indéniable, parce qu'une partie de lui, la partie profonde et irrationnelle, avait besoin de croire que la fissure était là et qu'il ne l'avait simplement pas encore trouvée. Et maintenant, il se tenait de l'autre côté de tout. Et Ryan Mercer n'avait toujours pas de fissure. Et Garrett commençait à comprendre avec une clarté terrible qui ne vient qu'une fois trop tard que la fissure avait été en lui depuis le début, que Ryan l'avait vue dès le premier jour et avait été patient et stable et avait attendu que Garrett la trouve lui-même. Le colonel Webb posa une main sur le bras de Garrett, pas brusquement, pas théâtralement. Juste une main le guidant vers le véhicule en attente, avec la fermeté tranquille d'une décision déjà prise. Garrett y alla. Il ne dit plus rien. Il ne regarda pas en arrière vers la formation, vers les recrues qu'il avait entraînées et poussées et façonnées pendant des années. Il marcha jusqu'au véhicule et monta. La portière se ferma derrière lui. Et ce fut la dernière fois que les recrues de la compagnie Delta virent le sergent-chef Shane Garrett comme leur instructeur, ou comme quoi que ce soit d'autre. La cour d'entraînement était très silencieuse. Cole Briggs laissa échapper un souffle qu'il retenait depuis environ 4 minutes. La recrue à sa gauche, un gamin du West Texas nommé Rivera, qui avait été dans le collimateur de Garrett plus d'une fois, émit un son à mi-chemin entre le rire et le hoquet et choisit de ne s'engager dans aucun des deux. Le colonel Hargrove parlait discrètement avec Ryan. Les 2 autres colonels s'étaient déplacés au bord de la cour, gérant la logistique de ce qui allait suivre. Il y avait des formalités en cours, des appels téléphoniques, le mécanisme silencieux et compliqué des conséquences qui commençaient à tourner. Ryan acquiesçait à quelque chose que Hargrove lui disait. Il avait le mouchoir pressé à nouveau sur la lèvre. Il avait l'air, pensa Cole, exactement comme il avait eu l'air chaque autre matin pendant 11 jours, comme un homme qui a quelque part où aller, faisant ce qui doit être fait, sans drame et sans mise en scène. Cole le regarda un moment. Puis il fit quelque chose que, plus tard, quand les gens lui demanderaient ce qui s'était passé ce matin-là,
Il décrirait comme la chose la plus naturelle du monde. Même si sur le moment ça le surprit complètement. Il sortit de la formation, un des instructeurs subalternes se dirigea automatiquement vers lui. « Recrue, regagnez votre rang. » Et puis s'arrêta, parce que le colonel Hargrove s'était retourné et regardait Cole avec une expression qui n'était pas tout à fait permissive, mais n'était pas tout à fait son contraire non plus. Davantage l'expression de quelqu'un qui a décidé que dans ce moment particulier, les règles qu'elle est payée à faire respecter ne sont pas la chose la plus importante dans la pièce. Cole traversa la cour. Il s'arrêta devant Ryan. Ryan le regarda. « Ton fils ?» dit Cole, sa voix un peu rauque. « Noah. Il va entendre parler de ça un jour, non ? Il va découvrir ce que son père a fait. » Ryan le regarda un moment. Quelque chose bougea dans ses yeux stables. Quelque chose de chaud qui n'avait pas été visible auparavant. « Probablement, dit-il. »« Il sera fier, dit Cole. Je voulais juste que tu le saches. Quoi que tout ça soit, il fit un geste vague vers les colonels, les véhicules, l'ordre de tout renverser. Quoi que tout ça soit, ce que j'ai vu, c'est un homme qui a pris un coup sans se briser. Et son gamin va le savoir un jour, et il sera fier. Ryan fut silencieux un moment, puis il dit « Merci Cole ». C'était la première fois que Ryan utilisait son prénom sans y être invité. Cole le remarqua. Il l'enregistra avec tout ce qu'il avait remarqué et sur lequel il passerait du temps à réfléchir. Il retourna dans la formation. Hargrove avait observé l'échange. Elle se retourna vers Ryan et dit doucement « Celui-là, c'est du bon ». Ryan regarda Cole Briggs reprendre sa place dans la formation, les mains sur les côtés, le menton levé. Il pensa à la conversation de leur premier soir, à la question sur Noah, à la façon dont Cole avait instinctivement su quoi laisser tranquille et l'égal instinct de nommer ce qui importait. « Ouais, » dit Ryan. « Il leste. » Hargrove le regarda. « Nous devons débriefer. Il y a un espace sécurisé préparé au bâtiment de commandement. Okafor a l'équipe de documentation prête. » Elle s'arrêta. « Et Ryan ? Pour le dossier, tu as tenu plus longtemps que le protocole ne l'exigeait. Tu aurais pu déclencher l'appareil plus tôt. » Ryan toucha légèrement sa mâchoire. « Je sais. Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Il fut silencieux un moment. Pas en cherchant la réponse, il la connaissait déjà. Il décidait seulement s'il allait la dire à voix haute. « Parce que j'avais besoin de savoir s'il s'arrêterait de lui-même, » dit-il finalement. « J'avais besoin de savoir s'il y avait un moment où il reculerait de son propre chef, s'il y avait quelque chose en lui qui reconnaîtrait la ligne et choisirait de ne pas la franchir. » Hargrove attendit. « Il n'y en avait pas, » dit Ryan, « mais j'avais besoin de le savoir. » Hargrove hocha lentement la tête, de la façon dont les gens hochent la tête quand quelque chose confirme ce qu'ils soupçonnaient et qu'ils n'ont aucun plaisir à avoir raison. « Alors nous avons ce qu'il nous faut. »« Nous avons ce qu'il nous faut, » confirma Ryan. Il regarda la cour d'entraînement une dernière fois. Les recrues encore en formation, la poussière des véhicules encore en suspension, le mouchoir dans sa main avec le sang d'un homme faisant son travail, dans un endroit où personne n'était censé savoir qu'il le faisait. Il avait fait ça 6 fois avant. Des bases différentes, des noms différents, des visages différents. Les détails changeaient. Le résultat, quand les personnes qu'on l'envoyait trouver étaient vraiment ce que le système craignait qu'elles soient, ne changeait pas. Il plia soigneusement le mouchoir et le glissa dans sa poche. Puis, il se retourna et marcha avec le colonel Hargrove vers le bâtiment de commandement, et la cour d'entraînement derrière lui commença lentement, péniblement, à expirer. Le bâtiment de commandement de Fort Caswell était une structure trapue et sans relief qui se tenait au bord nord-ouest de la base comme une réflexion après coup. La plupart des recrues passaient devant chaque jour sans le regarder 2 fois. Il n'avait pas de fenêtre donnant sur la cour. Ses portes étaient toujours fermées. Les gens qui y travaillaient à l'intérieur en sortaient et y entraient avec la détermination précise de gens qui ne voulaient pas qu'on leur demande où ils allaient. Ryan y était entré avant, pas dans ce bâtiment précis, mais dans des bâtiments exactement pareils. La même odeur institutionnelle, le même éclairage fluorescent qui donnait à tout le monde un teint légèrement maladif, le même type de silence qui venait non pas du vide, mais d'une insonorisation très délibérée. Il avait été assis dans des pièces comme celle-là dans 5 opérations précédentes, dans 5 régions différentes du pays, et les pièces n'avaient jamais assez changé pour avoir de l'importance.
Il s'assit maintenant à une table en métal, en face du colonel Hargrove, un médecin qui finissait une évaluation rapide de sa mâchoire sur sa gauche, et le colonel Reeves qui installait un enregistreur sur sa droite. Webb était dans le couloir, encore au téléphone. Le 4e colonel, un homme tranquille nommé colonel Frank Sutton, qui n'avait presque rien dit depuis l'arrivée sur la cour d'entraînement, se tenait près de la porte, les bras croisés, ses yeux parcourant Ryan avec l'attention lente et méthodique d'un homme qui lit un document qu'il a déjà lu et relit pour s'en assurer. Le médecin pressa doucement 2 doigts le long de la mâchoire de Ryan. « De la douleur quand vous mordez ? » ?»« Un peu. » Sur une échelle de 1 à 10, 3. Le médecin prit une note. « Je veux des radios avant que vous quittiez le bâtiment. »« Après le débriefing, » dit Hargrove. Le médecin la regarda. Elle le regarda en retour. Il rangea son stylo et se mit sur le côté de la pièce. Hargrove ouvrit le dossier devant elle. Ryan avait aussi vu ce genre de dossier auparavant. Épais, à onglets, le type de documentation qui représentait des mois de préparation réduit à quelque chose qu'on pouvait tenir dans une main. « Commençons depuis le début, » dit Hargrove. « Opération Landfall, premier jour sur le terrain. Tout me raconter. » Ryan s'appuya en arrière dans sa chaise et regarda un instant le plafond. Pas pour rassembler ses pensées étaient déjà rassemblées. Juste pour se donner une seconde de transition entre la version de lui-même qui avait existé pendant 11 jours et la version qu'il était maintenant. « Je me suis présenté le 14 octobre, dit-il. Intégration standard, aucune alarme. Le commis au guichet a noté mon âge mais n'est pas allé plus loin. Ma documentation de couverture a tenu à chaque point de contrôle. Historique, dossier de recrutement, antécédents familiaux. Personne n'a fait de vérification secondaire. »« C'est une vulnérabilité en soi, » dit Reeves en prenant une note. « C'est 3 vulnérabilités, » dit Ryan. « La procédure d'intégration, la vérification des documents et le fait que j'étais sur cette base depuis 11 jours avant que quelqu'un en position de commandement pense à vérifier mes antécédents de façon indépendante. » Il marqua une pause. Personne ne remet en question une personne tranquille qui fait son travail et ne cause pas de problème. C'est le vide, c'est toujours le vide. Hargrove hocha la tête. Elle lui avait entendu dire ça avant. Ou des variantes dans des salles de débriefing, dans d'autres bâtiments, dans d'autres régions du pays. C'était la chose à laquelle il revenait toujours. Pas les défaillances spécifiques de personnes spécifiques, mais l'hypothèse systémique que la conformité équivalait à la légitimité, que quelqu'un qui ne faisait pas de bruit n'était pas quelqu'un qu'il fallait regarder. « Parle-moi de Garrett, » dit-elle. Ryan fut silencieux un moment. Quand il parla, sa voix avait la qualité soigneuse et mesurée d'une personne qui essaie d'être précise et équitable en même temps, ce qui était plus difficile qu'il n'y paraissait. « Il m'a identifié comme cible potentielle le 3e jour, » dit Ryan. Sa méthode était standard. Repérer l'outlier et isoler l'outlier, utiliser l'outlier comme démonstration de pression pour le reste du groupe. C'est une technique qui a des applications légitimes dans l'entraînement. Le problème avec Garrett, c'est que la technique est devenue le but. Il n'utilise plus la pression pour construire les gens. Il l'utilise parce qu'elle confirme quelque chose qu'il a besoin de confirmer à son sujet. « À savoir ?» demanda Sutton depuis la porte. C'était la première chose qu'il disait depuis qu'il s'était assis. Ryan le regarda. « Qu'il est la personne la plus dangereuse dans la pièce. » Sutton absorba ça. « Et quand il n'a pas pu le confirmer avec vous, il a escaladé, » dit simplement Ryan. « C'est le schéma, c'est ce que les évaluations préliminaires avaient signalé et ce pourquoi on m'avait envoyé vérifier. Quand Garrett ne peut pas établir sa domination par la pression normale, il franchit les limites. La question était de savoir si le système autour de lui le détecterait ou l'accommoderait. Il toucha brièvement sa mâchoire. « Nous avons maintenant la réponse à cette question. » Reeves leva les yeux de ses notes. « Y a-t-il eu des incidents antérieurs, des choses que vous avez observées avant aujourd'hui que nous devrions documenter ?»« Oui, » dit Ryan, « je veux les passer en revue dans l'ordre. » Et il le fit. Pendant 40 minutes suivantes, il parla. Il parla de la recrue nommée Rivera, qui avait été sortie d'une formation et réprimandée dans un langage qui dépassait la correction agressive pour entrer dans quelque chose de personnel et délibéré.
Il parla d'un exercice d'entraînement en 2e semaine où Garrett avait modifié les paramètres physiques en cours d'exercice d'une façon qui ciblait spécifiquement une recrue avec une blessure au genou documentée. Une recrue qui n'avait pas rendu la blessure publique, mais dont le dossier que Garrett avait clairement lu et choisi d'exploiter. Il parla des schémas qu'il avait vus dans la façon dont Garrett gérait les instructeurs subalternes, les façons subtiles dont il avait construit une culture de complicité autour de lui, où le silence et l'accommodation étaient récompensés et toute résistance, même légère, était accueillie par des conséquences calibrées pour rester juste en dessous du seuil de ce qui était formellement signalable. Il parla avec la précision de quelqu'un qui avait été entraîné à observer et à retenir, et qu'il avait fait chaque jour pendant 11 jours sans un seul moment de repos. Hargrove, Reeves et Sutton écoutèrent sans interrompre, et l'enregistreur sur la table entre eux captura chaque mot. Quand il finit, la pièce fut silencieuse un moment. Puis Hargrove ferma son dossier et le regarda directement. « Il y a autre chose, dit-elle. Ce n'était pas une question. » Ryan croisa son regard. « Le délai, dit-elle. Tu as tenu 11 minutes au-delà du seuil secondaire. Tu avais des motifs pour déclencher l'appareil bien plus tôt. L'incident Rivera à lui seul aurait suffi. Oui. Mais tu as attendu jusqu'à ce qu'il te frappe. Oui. Sa voix était soigneuse, sans accusation, la voix de quelqu'un qui le connaissait depuis assez longtemps pour poser des questions difficiles sans les adoucir, mais qui comprenait aussi que la dureté avait des limites. J'ai besoin de comprendre la décision. Pas pour le rapport, pour moi. Ryan regarda la table un moment, puis leva les yeux. Si j'avais déclenché l'appareil pendant l'incident Rivera, dit-il, le dossier contre Garrett aurait porté sur un seul incident. Un moment identifiable que sa défense aurait pu présenter comme un écart isolé de jugement. Une erreur momentanée d'un sergent décoré avec un bilan par ailleurs solide. Il marqua une pause. Ce que j'ai construit en 11 jours n'est pas un incident. C'est un schéma, documenté, attesté, enregistré, de comportements systématiques qui remonte plus loin que mon arrivée sur cette base et touche plus de personnes que celles que j'ai vues. Son avocat va regarder ce que nous avons assemblé et comprendre immédiatement qu'il n'y a pas d'angle à partir duquel un incident ressemble à ça. C'est la réponse professionnelle, dit Hargrove. Quelle est l'autre ? La pièce était très silencieuse. Ryan regarda le mouchoir toujours dans sa poche. Il pensa à Rivera, 20 ans, venu d'une partie du West Texas, qui ne lui avait rien donné à travailler, sinon une obstination que Garrett avait méthodiquement essayé de détruire. Il pensa à la recrue, avec le genou qui boitait depuis 3 jours, et n'avait rien dit parce que dire quelque chose signifiait que Garrett l'apprendrait. Il pensa à 40 personnes qui se réveillaient chaque jour dans un environnement où l'autorité censée les protéger était la chose dont elles avaient le plus besoin d'être protégées. L'autre réponse, dit-il, c'est que je voulais qu'il choisisse autrement. Je voulais avoir tort à son sujet. Je voulais découvrir, avant que ça se termine, qu'il y avait quelque chose en lui qui allait s'arrêter de lui-même. S'il y avait une partie de lui qui reconnaîtrait la ligne et choisirait de ne pas la franchir. Il fut silencieux une seconde. Il n'y en avait pas, mais j'avais besoin de le savoir. Hargrove soutint son regard un long moment, puis elle hocha lentement la tête et prit son stylo. « Bien, dit-elle, continuons. » Le débriefing dura encore 1h30. Quand il fut terminé, Ryan sortit du bâtiment de commandement dans la lumière plate et dure du milieu de matinée de la base, et il s'arrêta dehors un moment, les yeux fermés, le visage légèrement levé. Pas vers quelque chose de précis, juste pour exister brièvement hors d'un rôle. Juste pour être la personne sous la couverture, dans les 50 mètres entre une pièce et la prochaine, sans rien qu'on attende de lui. Il faisait ça à chaque fois. Hargrove le savait et lui laissait toujours l'espace. Après environ 30 secondes, il ouvrit les yeux et marcha vers l'infirmerie. Il était à mi-chemin quand il entendit des pas derrière lui. Il ne se raidit pas, ne se retourna pas brusquement. Il avait déjà identifié les pas comme non menaçants, l'allure détendue de quelqu'un qui n'approchait pas avec un agenda particulier. C'était Sutton. Le colonel tranquille se mit à marcher à côté de lui sans s'annoncer. Ils marchèrent quelques secondes en silence. « Combien vous en avez fait ?» demanda Sutton. « C'est ma 6e, dit Ryan. Combien ont abouti à des actions ?
4, dit Ryan, celle-ci comprise. Et les 2 autres, Ryan considéra ces mots. Les 2 autres étaient des faux positifs. Le comportement qui avait été signalé était réel, mais il n'atteignait pas le seuil. Nous avons recommandé une surveillance renforcée et une supervision de commandement supplémentaire dans les 2 cas. Sutton marcha à côté de lui encore quelques secondes. « Ce doit être plus dur, » dit-il finalement, « celles qui n'atteignent pas le seuil. Vous traversez tout ça et à la fin vous repartez et la personne est toujours là. »« C'est plus dur, » dit Ryan honnêtement. « Ça vous dérange ?» dit Sutton. « Celles qui atteignent le seuil. » Ryan pensa à Garrett dans l'arrière du véhicule. Il pensa à ce à quoi son visage avait ressemblé dans ce dernier moment sur la cour d'entraînement. Pas de la rage à la fin, pas de la défiance, juste ce regard particulièrement nu d'un homme qui réalise que l'histoire qu'il s'était racontée sur lui-même pendant des années n'était pas l'histoire que les autres regardaient. « Ce qui me dérange, » dit Ryan soigneusement, « ce n'est pas que ça finit mal pour eux. Ce qu'ils ont fait les a amenés là. Ce qui me dérange, c'est le temps que ça prend. » Les gens qui ont été blessés avant que le système ait assez pour agir. Rivera va porter quelque chose de ça, la recrue avec le genou. D'autres avant eux dans d'autres postes que je n'ai pas vus. Il marqua une pause. Le système est lent. Les gens vont vite. Cet écart coûte aux gens. Sutton fut silencieux. « Pourquoi êtes-vous sorti, colonel ?» demanda Ryan. Sutton s'arrêta de marcher. Ryan s'arrêta avec lui. « J'ai lu vos dossiers, » dit Sutton, « les 6 opérations. J'ai lu les transcriptions de débriefing et les rapports de documentation et les résultats formels. Je les ai lus plus soigneusement que la plupart des gens à mon niveau lisent les dossiers d'opérateurs de terrain. » Il regarda Ryan directement. « Je voulais voir si la personne dans la pièce correspondait à la personne sur le papier. » Ryan le regarda. « Et vous êtes plus fatigué que le papier ne le montre, » dit Sutton. « Et vous êtes plus en colère, pas de la façon qui rend les gens dangereux, de la façon qui les rend précis. » Il soutint le regard de Ryan un moment. « Je voulais que vous sachiez que je vois ça, et que ça a de l'importance. Ce que vous faites a de l'importance, même quand le système est lent. » Ryan fut silencieux un moment. Ce n'était pas le genre de choses qu'il entendait souvent. Le travail qu'il faisait existait dans des espaces qui n'avaient pas de public, et les gens qui savaient ce qu'il faisait étaient, par question professionnelle, extrêmement avares du type de reconnaissance directe que Sutton venait d'offrir. Ce n'était pas que les gens autour de lui ne valorisaient pas ce qu'il faisait. C'était que la culture du travail récompensait l'absence de besoin de reconnaissance. Tu faisais le travail, tu passais à autre chose, tu n'avais pas besoin de l'affirmation. Mais il avait aussi 36 ans et un fils à la maison nommé Noah qui avait 8 ans et qui était avec sa sœur parce que le travail de son père n'avait pas de place dans la vie quotidienne d'un enfant. Et il y avait des matins où il se réveillait dans un lit de camp, dans un endroit qui n'était pas chez lui, et regardait le plafond, et ressentait, très silencieusement et très privément, le poids de tout ce que le travail lui demandait de mettre de côté. « Merci », dit-il, et il le pensa sans réserve. Sutton hocha la tête une fois. Il commença à se retourner, puis s'arrêta. « Votre fils ?» dit-il. « Noah. Il va bien ?» Ryan sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, ce petit déplacement particulier qui se produisait chaque fois que les 2 parties de sa vie se touchaient inopinément. La partie qui vivait dans des pièces comme le bâtiment de commandement et la partie qui existait dans des appels téléphoniques et des photos sur un téléphone et une voix qui l'appelait encore « papa » sans ironie. « Il est formidable », dit Ryan. Et pour la première fois de la journée, il sourit pleinement et sans calcul. « Il est vraiment formidable ». Sutton le regarda un moment de plus, puis il se retourna et s'en alla vers le bâtiment de commandement, et Ryan le regarda partir. Puis il se retourna et continua à marcher vers l'infirmerie. Dans les baraquements, 40 recrues étaient assises sur leur lit ou debout en petits groupes serrés, parlant sur le ton feutré et urgent de gens qui viennent d'assister à quelque chose qui a réorganisé leur compréhension du monde et qui essaient collectivement de comprendre à quoi ressemble le nouveau agencement. Les interviews formelles avaient été planifiées pour l'après-midi. En attendant, on leur avait dit de rester dans leur quartier. Cole Briggs était assis sur son lit, les coudes sur les genoux et les mains croisées, fixant le milieu de la pièce. Rivera était assis en face de lui, faisant tourner ses plaques d'identité entre ses doigts. 2 autres recrues, Kowalski et Chen,
étaient sur leurs lits respectifs avec la posture de gens qui essayaient de penser et n'y arrivaient pas tout à fait. « Il savait », dit Rivera finalement. Il savait depuis le début. Chaque jour, il savait exactement ce qu'était Garrett et ce que Garrett allait faire. « Pas exactement », dit Cole, « il découvrait. C'est différent. » « Comment c'est différent ?» Parce que s'il savait avec certitude, il n'aurait pas attendu. Savoir et découvrir, c'est différent. Cole pensait à ce que Ryan avait dit, cette chose stable et illisible qu'il avait dite à Garrett dans la cour. J'avais besoin de savoir si vous vous arrêteriez de vous-même. Cole n'avait pas entendu ces mots directement, mais il avait regardé l'échange, et il savait avec l'instinct osseux de quelqu'un élevé pour lire les gens quel genre de choses avait passé entre eux. Il espérait que Garrett reculerait, dit Cole. Il lui donnait la chance. Rivera fut silencieux. Il fit tourner les plaques encore quelques fois. Garrett ne méritait pas cette chance. Non, dit Cole, il ne la méritait pas. Un silence s'installa sur les baraquements. Pas un silence inconfortable, davantage le silence qui vient après qu'une chose vraie a été dite, que tout le monde pensait et que le dire a laissé sortir un peu de pression. Kowalski leva les yeux. « Vous pensez qu'il va bien ?»« Mercer. »« Le commandant Mercer. » Il dit le grade avec soin, si habituant encore. Ce coup avait l'air sérieux. « Il va bien, » dit Cole. Il le dit avec une certitude qu'il n'était pas tout à fait sûr d'avoir mérité, mais qui semblait vraie quand même. « Faites-moi confiance, cet homme a encaissé des coups plus durs que ça, et vous ne le sauriez jamais à le regarder. »« Comment tu sais ?» demanda Chen. Cole y réfléchit. Il pensa à 11 jours de matin tôt et de conversations tranquilles, et à la qualité particulière d'immobilité d'un homme qui avait appris, par des moyens et dans des contextes que Cole ne pouvait qu'imaginer, comment absorber l'impact sans le diffuser. Parce qu'il s'est essuyé le sang de la bouche et a demandé à l'homme de recommencer. La pièce fut silencieuse encore un moment. Puis Rivera, presque malgré lui, émit un son qui avait commencé comme un souffle et était devenu autre chose. Quelque chose qui reconnaissait, de la façon dont seuls les soldats et les jeunes hommes qui ont été poussés à leurs limites peuvent reconnaître, la qualité particulière de ce à quoi ils avaient assisté ce matin. Pas seulement la puissance, les colonels et le mécanisme des conséquences qui étaient arrivés dans des véhicules banalisés et avaient démantelé 11 ans d'autorité non contrôlée en moins de 20 minutes. Mais l'autre chose, la chose plus tranquille, la chose qui avait regardé Garrett en face après avoir été frappé et avait dit encore « et l'avait voulu » et n'avait pas cédé et avait attendu, patient, stable, sans la moindre peur, que la vérité de la situation se révèle. Cole Briggs regarda le lit en dessous de lui. Vide maintenant, le sac d'équipement parti, les petits effets personnels qui avaient vécu dans le casier pendant 11 jours, déjà évacués par quelqu'un avec un presse-papier et un code d'autorisation pendant le débriefing. Comme si le soldat de 2e classe Ryan Mercer n'avait jamais été là. Sauf que chaque personne dans ces baraquements porterait le souvenir de lui pour le reste de sa vie. L'infirmerie était calme quand Ryan arriva. L'infirmier de service, une jeune spécialiste nommée Dawson, qui avait l'air d'être dans l'armée depuis environ 6 mois et avait déjà développé l'expression caractéristique de quelqu'un qui en avait vu plus qu'elle ne le prévoyait, le dirigea vers une chaise sans cérémonie et commença le processus de radiographie avec les gestes efficaces de quelqu'un qui avait appris tôt que la meilleure façon de traiter le personnel de terrain était de poser le moins de questions possible et de bien faire son travail. Ryan resta immobile pendant qu'elle travaillait. Il avait appris au fil de 6 opérations et de plus d'années de service qu'il n'était autorisé à mentionner sur aucun document librement accessible que les moments entre les choses étaient les plus importants à utiliser correctement. Pas pour planifier, pas pour se débriefing intérieurement ou passer en revue ce qui venait ensuite. Juste pour s'asseoir tranquillement et laisser le corps reconnaître ce qui lui était arrivé avant de passer à la prochaine chose qui exigeait qu'il performe. Sa mâchoire faisait mal, pas charplie, une douleur profonde et installée du genre qui lui disait que l'os était intact mais mécontent. « Les radios sont propres », dit Dawson en examinant l'image. « Pas de fracture. Vous avez des contusions des tissus mous qui vont être visibles pendant quelques jours. Vous voulez quelque chose pour la douleur ? Non, dit Ryan. Elle le regarda par-dessus l'image. De l'ibuprofène au moins. Ça aidera avec le gonflement. D'accord, dit-il.
De l'ibuprofène. Elle posa un petit sachet sur le plateau à côté de lui et retourna à ses notes. Il le prit et le fit tourner entre ses doigts sans l'ouvrir. Son téléphone était dans la poche de sa poitrine. Il ne l'avait pas regardé depuis 4h30 du matin, quand il avait envoyé à sa sœur un texto de 2 mots, leur signal convenu pour « tout va bien, pas de nouvelles, ne t'inquiète pas ». Elle aurait renvoyé les mêmes 2 mots. Il le savait sans vérifier. Claire était l'une des personnes les plus fiables qu'il ait jamais connues, ce qui était en partie pourquoi il lui avait fait confiance avec la chose la plus importante de sa vie. Il pensa à Noah maintenant, à ce qu'il faisait probablement en ce moment précis. C'était un jeudi matin, ce qui signifiait qu'il était à l'école dans la classe de CE2 de Madame Brennan, probablement en train de travailler sur l'unité de mathématiques dont il s'était plaint lors de leur dernier appel téléphonique 3 jours plus tôt. Les fractions. Noah avait des opinions sur les fractions qu'il exprimait avec la spécificité passionnée de quelqu'un qui a été personnellement trahi par le concept. Pourquoi les nombres ont besoin d'être cassés ? Avait-il demandé avec le plus grand sérieux. Ryan avait réfléchi un moment et avait dit « parce que parfois un nombre entier ne suffit pas à décrire ce qui est vrai ». Noah avait considéré ça avec la gravité concentrée qu'il apportait aux choses qui lui importaient. Puis il avait dit « c'est un peu triste ». Parfois, avait acquiescé Ryan, mais c'est aussi plus précis. Ryan était assis dans la chaise de l'infirmerie, tenant le sachet d'ibuprofène, pensant à son fils qui avait décidé que les fractions étaient un peu tristes. Et quelque chose dans sa poitrine fit ce qu'il faisait toujours dans l'espace entre les opérations. Il s'ouvrit brièvement et complètement, d'une façon que le travail lui demandait de ne pas faire. Il le laissa aller pendant exactement aussi longtemps qu'il pouvait se le permettre. Puis il glissa le sachet dans sa poche, remercia Dawson et se leva. Il restait du travail à faire. La commission d'examen se réunit 2 jours plus tard. Elle se tint dans un bâtiment à 60 km de Fort Caswell, dans une pièce plus grande que celle du débriefing du bâtiment de commandement, mais avec la même qualité fluorescente, la même table en métal, le même sentiment de poids institutionnel pesant depuis le plafond. Garrett était assis d'un côté de la table, avec un officier du GAJ, nommé Capitaine Morrison, qui avait l'air de quelqu'un qui faisait les calculs d'une situation sans issue et arrivait à chaque minute passée à la même réponse. De l'autre côté se tenaient le colonel Hargrove, le colonel Webb, le colonel Reeves et au bout, le colonel Sutton. Entre eux et Garrett, la documentation que Ryan avait passé 11 jours à constituer était disposée avec la complétude précise et délibérée de quelque chose qui avait été assemblé non pas pour persuader, mais pour démontrer. Il n'y avait pas d'argument en cours. Il y avait simplement un dossier, et le dossier était ce qu'il était. Ryan n'était pas dans la pièce. Sa présence se trouvait dans chaque page de chaque document, dans chaque notation horodatée, dans le débriefing enregistré qui passait dans le système audio de la pièce pendant 40 minutes pendant que Garrett était assis et écoutait sa propre commande, décomposée en éléments et examinée. Mais il n'était pas physiquement là. Il se tenait dans un couloir à l'extérieur de la pièce en vêtements civils, avec une tasse de café qui avait refroidi. Et il était au téléphone avec Claire. « Il veut te parler », dit Claire. Sa voix avait cette chaleur particulière qui se produisait quand elle était proche de Noah. La chaleur de quelqu'un qui aime quelque chose et sait qu'elle a de la chance d'être près de lui. « Passe-le-moi », dit Ryan. Une pause. Le froissement d'un passage. « Papa ». Juste ce mot. Mais il atterrit sur Ryan de la façon dont ce mot atterrissait toujours, comme une main posée à plat au centre de sa poitrine. « Hé, bonhomme », dit Ryan. « T'as fini ?» Ryan regarda la porte fermée de la pièce de révision. Il pensa à ce qui se passait de l'autre côté. Le démantèlement méthodique et nécessaire d'une carrière qui aurait dû être démantelée des années plus tôt. « Presque », dit-il. « Encore quelques jours ?» « Claire a fait des gaufres ce matin, » dit Noah. La transition était instantanée, comme les enfants passent d'un registre émotionnel à l'autre sans la friction que les adultes accumulent avec le temps. Elle met des myrtilles dans les miennes parce qu'elle sait que j'aime ça. C'était gentil de sa part. Elle dit que c'est ta recette. Ryan sourit. C'est ma recette. Alors c'est un peu comme si t'étais là, dit Noah.
du ton de quelqu'un qui a réfléchi à ça et l'a trouvé satisfaisant. Ryan s'appuya contre le mur. « Ouais, dit-il doucement, un peu. Papa. Ouais. Quand tu rentres, on peut aller aux cages de frappeurs. Hector, un copain de l'école, dit que son père l'emmène et je veux essayer. Absolument, dit Ryan, le premier samedi après mon retour. Tu promets ? Je promets, Noah. Une pause. Puis, avec la confiance totale et non compliquée d'un enfant de 8 ans à qui on n'avait jamais donné de raison de douter des gens qu'il aimait. Ok. Salut, papa. Salut, bonhomme. L'appel se termina. Ryan resta dans le couloir un moment, le téléphone à la main. Ce qu'il ressentait n'était pas de l'apitoiement sur soi. C'était quelque chose de plus simple et de plus honnête que ça. C'était le sentiment d'une personne qui a choisi une vie qui coûte quelque chose de réel et qui fait ce choix à nouveau chaque matin. Et qui parfois, dans les espaces entre les choix, se permet de ressentir le coup sans prétendre qu'il n'est pas là. Il rangea le téléphone, il finit le café froid parce que le café froid, c'est quand même du café. Et il se retourna vers la porte de la pièce d'examen. À l'intérieur, la session avait atteint la partie de la documentation que Ryan avait prévue serait le point pivot. Le capitaine Morrison avait fait ce que font les officiers du JAG, avait présenté les arguments disponibles à être faits, avait contesté le cadrage d'incidents spécifiques, avait appuyé sur la question de l'intention contre l'impact avec la diligence professionnelle de son rôle. Ce n'était pas un mauvais avocat. Dans d'autres circonstances, dans un dossier avec plus d'ambiguïté, il aurait peut-être trouvé un fil à tirer. Mais la documentation ne laissait pas de fil. Hargrove regardait Morrison travailler à travers le dossier et ressentait l'émotion particulière et compliquée qu'elle ressentait toujours dans des moments comme celui-ci. Pas de satisfaction, parce que la satisfaction aurait impliqué que ce résultat était quelque chose dont être content. Davantage le sentiment d'un mécanisme qui fonctionne correctement, un engrenage qui s'enclenche et tourne de la façon dont il a été conçu pour tourner, le système qui fonctionne imparfaitement, trop lentement, avec trop de coûts déjà payés par des gens qui auraient dû être protégés plus tôt, mais qui fonctionnent. Elle regarda Garrett. Il avait été très immobile pendant la plupart de la session, anormalement immobile pour un homme qui avait passé sa carrière en mouvement. Il était assis avec les mains à plat sur la table et les yeux parcourant la documentation avec une expression qui était passée par plusieurs phases et s'était finalement stabilisée en quelque chose qu'Hargrove avait déjà vu dans ses pièces et pour lequel elle n'avait jamais trouvé de mots propres. L'expression d'un homme qui comprend pour la première fois et sans aucune possibilité de malentendu la pleine dimension de ce qu'il a fait. Pas seulement l'incident sur la cour d'entraînement, pas seulement la mâchoire de Ryan, le sang, la catastrophe professionnelle de frapper un opérateur. La chose plus complète, le schéma que la documentation étalait sur 11 jours et qui, une fois étalé, ne pouvait pas être réduit à une série de moments individuels, mais devait être compris comme le produit d'une orientation soutenue et délibérée envers les autres personnes. Une orientation dans laquelle leurs douleurs et leurs peurs et leurs limites n'étaient pas des choses à protéger soigneusement, mais des choses à utiliser stratégiquement. Garrett regarda la documentation et se vit dedans. Et cette vision, pensa Hargrove, était la chose qui lui coûtait le plus. « Sergent-chef Garrett, dit-elle. » La session avait atteint sa conclusion. Morrison avait présenté ses derniers arguments et s'était tu. L'enregistreur avait tourné tout du long. « Voulez-vous dire quelque chose pour le dossier avant que nous concluions ?» Morrison commença à poser une main sur le bras de Garrett. Le geste standard. « Ne répondez pas sans préparation. Laissez-moi vous conseiller. » Garrett le regarda, puis il regarda Hargrove. « Je veux dire quelque chose, dit-il. »« Sergent, » dit Morrison soigneusement. « Je sais ce que vous me conseillez, » dit Garrett. Il n'était pas impoli, juste certain. « Je veux dire quelque chose. » Morrison se renfrogna légèrement et s'appuya en arrière. Garrett regarda la table un moment. Quand il leva les yeux, il regarda Hargrove directement. « Je savais ce que je faisais, » dit-il, chaque fois. « C'est ce que je veux dire pour le dossier. Je connaissais la limite et je savais quand je la franchissais, et je me disais que les raisons étaient vraiment suffisantes pour le justifier, et elles ne l'étaient pas. » Il s'arrêta, déglutit une fois. Le gamin Rivera, Kowalski, la recrue avec le genou, Holloway,
Je connaissais Holloway, et je l'ai utilisé quand même. Il marqua une pause. Je ne sais pas comment expliquer ça d'une façon qui lui donne un sens différent de ce qu'il a. Je voulais juste que ce soit dans le dossier. Que je savais. La pièce était très silencieuse. Hargrove soutint son regard. C'est dans le dossier, sergent. Est-ce que ça compte ? Demanda Garrett. Il n'y avait pas de mise en scène dans la question. C'était une vraie question, posée par une vraie personne qui était genuinement incertaine de la réponse. Oui, dit Hargrove, ça compte. Ça ne change pas le résultat. Mais ça compte. Garrett hocha la tête. Il regarda à nouveau la table. La session se ferma 40 minutes plus tard, avec un dossier formel intact et les recommandations du comité unanimement documentées. Morrison rassembla ses papiers avec l'efficacité soignée d'un homme qui a accepté un résultat et est passé à la phase suivante de sa gestion. Les colonels parlèrent brièvement entre eux. L'enregistreur fut éteint. Garrett sortit de la pièce entre deux membres de la police militaire. Il ne regarda pas les autres personnes dans le couloir. Il marcha les yeux droits devant, les mains libres sur les côtés, et se déplaça dans le couloir et hors du bâtiment, et dans l'après-midi sans incident. Ryan, debout près du bout du couloir, le regarda partir. Il regarda toute la scène. Il regarda la posture soigneuse et délibérée d'un homme qui avait épuisé ses façons de se faire plus grand et qui apprenait en temps réel à prendre moins de place. Il regarda la police militaire, professionnelle et respectueuse de la façon dont la courtoisie professionnelle l'exige, même dans les pires circonstances. Il regarda la porte se fermer. Puis le colonel Sutton apparut à son coude. L'homme avait une qualité de matérialisation tranquille que Ryan avait déjà identifiée et appréciée. « Il a avoué, » dit Sutton, « là-dedans. Il a dit qu'il savait chaque fois. »« J'ai entendu, » dit Ryan. « Ça change quelque chose pour vous ?» Ryan y réfléchit honnêtement. Il pensa à Rivera, à Holloway et au genou, au climat que Garrett avait construit dans la compagnie Delta pendant des années, l'architecture invisible de peur et de conformité dans laquelle 40 recrues avaient vécu sans mots clairs pour ce que c'était. Il pensa à toutes les compagnies Delta, dans tous les forts Caswell où on ne l'avait pas envoyé. « Ça change ce que je pense de lui, » dit Ryan finalement. « Pas ce qu'il a fait. Mais lui, comme personne, ça demande quelque chose de dire ça dans une pièce comme celle-là. Ça ne l'annule pas. Mais ce n'est pas rien. » Sutton hocha lentement la tête. Qu'est-ce qui lui arrive maintenant ? Procédure de séparation formelle, perte de grade et d'avantages selon les conclusions. Possible renvoi pénal pour l'incident sur la cour d'entraînement, ça dépendra de si le JAJ recommande des poursuites. Probablement pas, compte tenu de l'aveu et de l'absence d'incident formel antérieur dans le dossier. Ryan s'arrêta. Il partira, c'est certain. Ce qu'il fait après, c'est à lui. « Vous avez vu des gens revenir de ce genre de choses ?» demanda Sutton. « Dans votre expérience, des gens qui ont fait ce qu'il a fait et dit ce qu'il a dit là-dedans aujourd'hui. Vous avez vu ça être possible ?» Ryan considéra la question soigneusement parce que c'était une question sérieuse et elle méritait une réponse sérieuse, pas une réponse confortable. « J'ai vu des gens faire un vrai changement, » dit-il. « J'ai vu que c'était réel, pas souvent. Ça exige de la personne qu'elle s'assoie avec ce qu'elle a fait sans l'expliquer assez longtemps pour que l'option de l'expliquer cesse d'être disponible. Ça prend du temps. La plupart des gens ne s'assoient là ou pas avec ça assez longtemps. » Il marqua une pause. « Mais certains le font. Ceux qui ont dit ce qu'il a dit aujourd'hui, qu'ils savaient, ont de meilleures chances que ceux qui ne cessent jamais d'expliquer. Parce que l'explication est le contraire de la compréhension et on ne peut pas changer ce qu'on ne comprend pas. » Sutton le regarda. « Vous avez beaucoup réfléchi à ça. »« Je travaille dans un domaine qui l'exige, » dit Ryan. « Comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font n'est pas séparé du travail. C'est le travail. » Hargrove sortit de la pièce de révision alors et s'arrêta quand elle les vit. Elle regarda Sutton, puis Ryan, puis à nouveau Sutton. « Vous deux parlez beaucoup pour des gens qui n'ont pas été formellement présentés avant il y a 2 jours. Il me trouve, » dit Ryan. « Il est intéressant, » dit Sutton au même moment. Hargrove les regarda tous les deux un instant avec l'expression de quelqu'un qui est légèrement amusé et ne tient pas particulièrement à l'être. « Le rapport de recommandation a besoin de ta signature finale, Ryan. » Reeves l'a dans la pièce annexe. « Donnez-moi 5 minutes, » dit Ryan. Elle repartit.
Sutton commença à se retourner. Puis il s'arrêta et dit, avec la franchise directe que Ryan avait appris à reconnaître comme le registre de base de cet homme, qu'est-ce qui arrive aux recrues de la compagnie Delta? Qu'est-ce qui arrive à leur cycle de formation? Ils auront un instructeur remplaçant pendant que les conclusions de la commission sont traitées, dit Ryan. Protocole standard, le cycle continuera. Et les choses que Garrett faisait là-dedans, le schéma, la culture qu'il a construite, le nouvel instructeur entre simplement dans tout ça? Ryan le regarda. C'est la bonne question, dit-il. Je sais que c'est la bonne question. Je vous demande quelle est la réponse. Ryan fut silencieux un moment. La réponse, c'est que le nouvel instructeur entre dans un groupe de 40 personnes qui ont regardé quelque chose d'extraordinaire se passer il y a 2 jours, qui ont vu un schéma nommé et un système y répondre, qui ont regardé une personne absorber un vrai préjudice sans se briser et sans excuser ce qui lui avait été fait. Il marqua une pause. Ces 40 personnes vont être des instructeurs différents, des officiers différents, des leaders différents à cause de ce qu'ils ont vu. Ça ne règle pas le problème structurel. Mais ce n'est pas rien. Il pensa à Cole Briggs qui sortait de la formation. La bravoure particulière de ce petit geste simple, non compliqué. La façon dont ça avait coûté quelque chose à Cole, un moment d'incertitude, une volonté d'avoir tort en public, et la façon dont Cole l'avait fait quand même parce que c'était la bonne chose et qu'il le savait. Le système était lent. Il l'avait dit à Sutton. Les gens allaient vite. Mais parfois, dans certaines pièces, certains jours, les gens allaient assez vite. Il alla signer le rapport. Ryan signa le rapport à 16h17. Ce n'était pas un moment dramatique. Il n'y avait aucune cérémonie. Il s'assit à la table annexe dans le bâtiment à 60 km de Fort Caswell avec le dossier de documentation de Reeves devant lui et un stylo que quelqu'un avait laissé dans le porte-stylo d'une chaise pas particulièrement confortable. Et il le lut soigneusement, avec la même attention soigneuse qu'il accordait à tout. Puis, il signa son nom au bas de 3 pages séparées et para sur 6 autres. Son vrai nom, pas Ryan Mercer, son vrai nom, dans sa vraie écriture, sur un document qui allait dans un dossier classifié à un niveau qui signifiait qu'environ 30 personnes dans le pays le liraient jamais. Il posa le stylo. Reeves prit les documents sans le regarder, les aligna contre le bord de la table et les glissa dans un dossier. « C'est tout, dit-elle. Hargrove veut une confirmation verbale finale avant que tu sois formellement relevé de l'opération. 10 minutes. » « Je connais la procédure, dit-il, pas durement. Elle le regarda un instant. Reeves était une personne précise et contenue qui communiquait principalement par la qualité de ses silences. Et ce silence particulier disait qu'elle savait qu'il connaissait la procédure et qu'elle l'avait dit quand même. Parce qu'après 6 opérations, et Dieu sait combien d'années de ce travail, quelqu'un devait lui dire ce qui venait ensuite, même quand il le savait déjà, juste pour qu'il n'ait pas à tout porter seul. Il l'apprécia plus qu'il ne le dit. 10 minutes, confirma-t-il. Elle sortit. Il resta seul dans la pièce annexe un moment, les mains sur la table, la lumière de fin d'après-midi entrant par l'unique fenêtre étroite au-dessus de la porte. 6 opérations, 4 résultats, 2 qui restaient différemment dans sa mémoire pour les raisons qu'il avait expliquées à Sutton. Celle qui n'avait même pas atteint le seuil, où il était parti et la personne était toujours là et les protocoles de surveillance qu'il avait recommandés étaient en place. Mais les protocoles n'étaient pas la même chose que la sécurité, et il le savait. Et il vivait avec cette connaissance de la façon dont on vit avec n'importe quelle chose vraie qui ne peut pas être changée. Il pensa à la première opération, 6 ans plus tôt. Une base différente, un nom différent, un sergent d'approvisionnement qui avait systématiquement manipulé des registres de réquisition de façon qui détournait des ressources de l'unité sur le terrain. Celle-là s'était terminée par un tribunal militaire, une condamnation et une peine que le juge avait décrite depuis son banc comme étant à la fois nécessaire et genuinement triste. Ryan avait été d'accord avec les 2 mots. Le sergent volait des soldats qui avaient besoin de ce qu'il prenait. Il avait aussi été clair, d'après tout ce que Ryan avait observé au cours de 8 semaines de sous-couverture, que l'homme avait commencé à le faire pour des raisons compliquées et avait continué pour des raisons qui n'étaient plus compliquées du tout.
Et la distance entre ces deux points était une histoire pour laquelle le tribunal militaire n'avait pas le temps. Le travail lui demandait de documenter ce que les gens faisaient. Il ne pouvait pas lui demander de comprendre pourquoi il le faisait à la satisfaction de son propre cœur. C'était des tâches différentes, et il avait appris tôt laquelle était la sienne et laquelle appartenait à d'autres processus, d'autres pièces, d'autres institutions. Il l'avait appris. Il n'en avait pas toujours fait la paix. Hargrove frappa sur le montant de la porte et se pencha. « T'es prêt ?»« Ouais, » dit-il. La confirmation finale prit 7 minutes. Elle était procédurale, minutieuse, menée avec la neutralité émotionnelle particulière de deux professionnels expérimentés qui fermaient un chapitre qui leur avait coûté quelque chose à tous les deux et qui comprenaient que la fermeture était nécessaire quel que soit le coût. Quand ce fut terminé, Hargrove s'appuya en arrière dans sa chaise et le regarda avec l'expression qu'elle n'utilisait que dans les derniers moments des opérations. L'expression qui n'était ni professionnelle ni personnelle, mais quelque part exactement au milieu des deux. « Comment tu vas ?» demanda-t-elle. « Vraiment. »« Fatigué, dit-il. Vraiment. Tu dis toujours ça. C'est toujours vrai. » Elle le regarda un moment. Celle-là était différente. Il n'argumenta pas. Elle l'était, non à cause de l'incident physique. Il avait absorbé pire dans des contextes plus difficiles à contenir. Elle était différente à cause des 11 jours, à cause de Cole Briggs et Rivera et la recrue nommée Holloway qui avait boité pendant 3 jours en ne disant rien. À cause de 40 personnes qui vivaient dans un système qui les avait trahis silencieusement et continuellement plus longtemps qu'aucune d'elles n'avait de langage pour le décrire. À cause de la cruauté patiente particulière d'un homme assez intelligent pour savoir exactement où était la ligne et qui avait passé 11 ans à traiter cette connaissance comme un outil pour son propre usage. « Oui, » dit-il. Elle était différente. « Ça change quelque chose pour la suite ?» Il y réfléchit honnêtement. « Ça change la façon dont j'écris les recommandations structurelles. Le vide sur lequel je veux me concentrer n'est pas seulement les défaillances de surveillance, c'est la culture d'accommodation. La façon dont les instructeurs subalternes tournaient autour de Garrett, non pas parce qu'ils étaient d'accord avec lui, mais parce que ne pas être d'accord comportait des conséquences qui semblaient trop élevées. C'est ce qui doit être adressé dans les directives du commandement de formation. Il marqua une pause. Le coût de parler doit être plus bas que le coût de se taire. Dans trop d'endroits, ce n'est pas le cas. Hargrove hocha la tête. « Mets ça par écrit. Sutton va vouloir le voir. »« Sutton va vouloir tout voir, » dit Ryan. « Il t'aime bien, » dit Hargrove, sur un ton légèrement perplexe de quelqu'un qui rapporte un fait qu'il trouve légèrement bizarre. « Il n'aime pas la plupart des gens. »« Il pose de bonnes questions, » dit Ryan. « Je respecte ça. » Hargrove se leva. Elle tendit la main de l'autre côté de la table et il la serra, de la façon dont il finissait toujours les opérations. Pas avec la formalité d'un salut, mais avec la franchise directe de deux personnes qui ont traversé quelque chose ensemble et le reconnaissent sans cérémonie. « Rentre chez toi, Ryan, » dit-elle. « Va voir ton fils. » Il conduisit jusqu'à Fort Caswell dans une voiture de location parce qu'il y avait encore une chose à faire avant de partir, et elle ne figurait dans aucun rapport et ne serait documentée nulle part. La base était plus silencieuse en début de soirée. La journée d'entraînement était terminée. Les conclusions de la commission d'examen avaient été formellement communiquées au commandement de la base dans l'après-midi. Et la qualité particulière d'ajustement institutionnel, la recalibration collective soigneuse d'une organisation qui absorbe des informations significatives sur elle-même, était visible dans la façon dont les gens se déplaçaient dans les couloirs et les allées. Pas chaotique, pas dramatique, juste plus silencieux que d'habitude, de la façon dont les endroits deviennent silencieux quand quelque chose de réel s'est passé et que le bruit des opérations normales n'a pas encore rempli l'espace à nouveau. Il alla au baraquement. Il frappa sur le montant de la porte de la salle où il avait dormi pendant 11 jours et regarda la pièce qui avait été la sienne pendant ce temps, et ne l'était plus. Cole Briggs leva les yeux de son lit. Il regarda Ryan pendant 2 secondes complètes. Puis quelque chose arriva sur son visage, une séquence rapide et compliquée d'émotions qui traversa à travers lui comme le temps traverse un champ ouvert. Trop rapide et trop pleine pour nommer chaque élément. « Hé !»
dit Cole. Hé, dit Ryan. Cole le regarda. Les vêtements civils, l'absence du sac d'équipement, de l'uniforme, de tout l'appareillage de la couverture qui avait occupé ce lit du bas pendant 11 jours. L'homme en dessous de tout ça qui était le même homme et en même temps, de toutes les façons qui comptaient, totalement différent de la personne que Cole avait cru connaître. « T'es revenu, » dit Cole. « J'avais dit que je le ferais, » dit Ryan. Cole cligna des yeux. Il s'arrêta, rebobina, repassa en revue 11 jours de conversation avec la concentration de quelqu'un qui accède soigneusement à un souvenir. Puis, lentement, sa bouche s'ouvrit. « Le premier soir, dit-il, je t'avais demandé d'où tu venais et t'as dit que ça n'avait pas d'importance d'où on commençait, seulement où on finissait. Et j'avais dit que c'était vague et t'as dit que t'expliquerais un jour quand t'aurais plus de temps. » « Un jour, dit Ryan, j'ai plus de temps. » La salle était presque vide. Rivera était là sur son lit et il leva les yeux quand il entendit la voix de Ryan, puis posa son livre avec la délibération soigneuse de quelqu'un qui choisit de ne pas prétendre qu'il n'écoutait pas. Kowalski était au bout de la salle. Il se redressa. Chen entra de la salle de bain et s'arrêta dans l'embrasure quand il vit Ryan et ne bougea pas. Ce n'était pas planifié. Ryan n'était pas entré dans les baraquements avec un discours préparé. Il n'était pas du genre à préparer des discours pour des moments comme celui-là, en partie parce que les moments qui comptaient vraiment arrivaient rarement à l'heure dite, et en partie parce que le genre de choses qu'il voulait dire maintenant n'était pas du genre à survivre au processus de préparation. Ça sortait bien ou ça ne sortait pas. Et la seule façon de savoir lequel allait arriver était de le dire. Il regarda Cole, puis Rivera, puis le reste de la salle, la demi-douzaine de recrues qui étaient là et qui étaient devenues très immobiles. « Je ne vais pas tout expliquer, dit-il. La plupart de ça, vous le comprenez déjà, et les parties que vous ne comprenez pas, vous les comprendrez finalement. Je voulais juste revenir dire quelque chose avant de partir. » Personne ne bougea. Ce qui s'est passé sur cette cour d'entraînement il y a 2 jours n'était pas le système qui fonctionnait comme il est censé fonctionner. Il dit ça clairement. Que les choses fonctionnent comme elles sont censées fonctionner, ça veut dire que Garrett n'arrive jamais à un endroit où frapper quelqu'un devant 40 témoins est quelque chose qu'il envisagerait même de faire. Ça veut dire que les gens autour de lui, les instructeurs, le personnel subalterne, la chaîne de commandement au-dessus de lui, identifient le schéma tôt et s'en occupent avant qu'il s'aggrave pendant des années. Il marqua une pause. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé à la place, c'est que l'écart entre ce que le système est censé faire et ce qu'il a réellement fait est devenu assez grand pour qu'il faille envoyer quelqu'un comme moi pour le mesurer. Il laissa ça reposer une seconde. Vous serez le système. Tous. Vous serez l'instructeur subalterne qui regarde quelque chose se passer et décide si le coup de parler en vaut la peine. Vous serez l'officier supérieur qui reçoit un rapport sur un schéma de comportement et décide d'ouvrir un dossier ou de le fermer. Vous serez la personne debout à côté de la version de Garrett qui existe dans votre unité, votre base, votre chaîne de commandement, et vous devrez décider ce que vous faites à ce sujet. Il les regarda steadily. Ce que vous faites à ce sujet, c'est tout. C'est la chose entière, c'est la différence entre un système qui protège les gens et un système qui se protège lui-même. Rivera avait complètement reposé le livre maintenant. Ses bras étaient posés sur ses genoux et ses yeux étaient sur Ryan. Il avait ce regard particulier d'une personne qui reçoit des informations qui ont trouvé la fréquence exacte de quelque chose qu'elle portait sans nom. Le coup de parler doit être plus bas que le coup de se taire. Dans trop d'endroits, ce n'est pas le cas. Et changer ça n'est pas un problème de politique. C'est un problème de personne. C'est une décision prise par des individus, un à la fois dans les moments précis où il serait plus facile et plus sûr de ne pas parler. Il marqua une pause. Vous savez ce que ces moments ressentent. Vous viviez dans un depuis 2 semaines et demie. Kowalski fit un son qui n'était pas un mot. C'était le son d'une chose vraie qui atterrit. C'est tout ce que j'ai, dit Ryan. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que j'ai. Il y eut un silence. Puis Cole Briggs se leva de son lit. Il se déploya à toute sa hauteur et regarda Ryan de l'autre côté de la salle avec ce grand visage ouvert du Tennessee qui n'avait pas changé en 11 jours et ne changerait pas beaucoup, Ryan pensait, dans les années à venir. « Je peux te poser une question ?» dit Cole. « Ouais. »
Le jour de ton arrivée, le commis, il t'a regardé et a pensé que t'étais un gars qui essayait de se reconstruire après un licenciement ou un divorce. Il t'a radié en 30 secondes. Cole pencha légèrement la tête. Tu savais qu'il allait faire ça ? Ryan le regarda. Oui. T'as choisi de le laisser faire ? J'ai choisi de présenter quelque chose qu'il était susceptible de voir d'une certaine façon, dit Ryan. Ce qu'il a fait avec ce qu'il a vu ou on l'a vu, c'était son choix. Cole hocha lentement la tête. Il réfléchissait à quelque chose et Ryan reconnaissait la qualité de cette réflexion. Soigneuse, minutieuse, travaillant vers un point qui comptait. « Alors tu ne nous mentais pas, » dit Cole finalement. « Tu ne nous corrigeais juste pas. » « C'est une façon juste de le dire, » dit Ryan. L'homme tranquille que personne ne regarde à deux fois. Cole dit ça tranquillement. « Tu as construit ça intentionnellement. » « Je le construis depuis longtemps. Ça fonctionne parce que les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir. Le commise s'attendait à un homme d'âge mûr dépassé. Garrett s'attendait à un outsider qu'il pouvait briser. Ils cherchaient tous les deux une histoire qui confirmait ce qu'ils croyaient déjà, et je leur ai donné assez de matière pour la raconter. Il marqua une pause. Le problème avec cette approche pour les gens qui l'utilisent contre vous, c'est qu'ils arrêtent de s'inquiéter de chercher. Ils trouvent l'histoire qu'ils veulent et ils arrêtent de rassembler des informations. Et une fois qu'une personne arrête de rassembler des informations, elle ne peut pas se mettre à jour. Elle travaille depuis une image fixe d'une cible mouvante. La salle était très silencieuse. « C'est ce que tu fais ?» demanda Rivera. « Pour tous, tu leur donnes l'histoire qu'ils veulent et tu regardes ce qu'ils en font ?»« Oui, » dit Ryan simplement. Rivera fut silencieux un moment. Puis il dit « Garrett était tellement sûr de t'avoir cerné. »« Il l'était, » acquiesça Ryan. « Et tu l'as laissé croire ça ?»« Je l'ai laissé croire ce qu'il choisissait de croire, » dit Ryan. « Et puis j'ai documenté ce qu'il choisissait de faire. » Rivera regarda le sol une seconde, puis leva les yeux. « Il m'a fait la même chose, » dit-il. « Dès le premier jour, il a décidé ce que j'étais, et puis il a tout fait pour le confirmer. M'a appelé lent, m'a traité de poids mort devant tout le monde. Il déglutit. Et j'ai commencé à le croire, pas entièrement, mais assez pour me battre sur 2 fronts au lieu d'un, ce qu'il faisait et ce que je commençais à penser sur moi-même. » Ryan le regarda directement. « Je sais, » dit-il. « J'ai regardé, j'ai documenté. Son évaluation de toi est dans le dossier officiel, la mienne aussi. Et la mienne est différente. » Rivera soutint son regard. « Que dit la tienne ? » ?»« Elle dit que tu t'es tenu debout dans un environnement conçu pour te consumer pendant 2 semaines et demie et que tu étais encore debout à la fin. » Ryan dit ça directement. Elle dit que sous une pression psychologique soutenue de la part d'un supérieur en position d'autorité, tu as maintenu tes performances et ton calme, et tu n'as pas compromis ton intégrité même quand la voie de la moindre résistance était de simplement donner à Garrett la version de toi qu'il essayait de produire. Il marqua une pause. Ce n'est pas une petite chose dans le contexte précis de ce dans quoi tu vivais. C'est une chose extraordinaire. Rivera ne dit rien. Mais quelque chose dans sa façon de tenir son visage changea. Pas de façon dramatique, pas de la façon d'un homme qui a été sauvé ou libéré ou absous. De la façon plus tranquille d'un homme qui a été vu avec précision par quelqu'un qui n'avait aucune raison de mentir et qui prend un moment pour se tenir dans cette expérience avant qu'elle passe dans le passé. Cole laissa le moment respirer, puis il dit « Qu'est-ce qui nous arrive maintenant ? À la compagnie ? Un nouvel instructeur arrive demain. » dit Ryan. « Un bon. J'ai travaillé avec elle avant. Elle s'appelle sergent-chef Karen Aldridge et elle n'est pas Garrett et vous le saurez dans les 10 premières minutes de la rencontrer. » Il regarda la salle. « Finissez le cycle, faites le travail. Vous avez déjà fait la partie la plus dure. » Et il ne voulait pas dire le sport. Il fit un pas en arrière vers la porte. Cole fit un pas en avant. « Tu rentres chez toi ?» demanda Cole. « Je rentre chez moi, » dit Ryan. « À Noah. » C'était de la même façon simple et chaleureuse dont Cole disait tout. Aucune mise en scène, juste l'homme qui nomme ce qui comptait. « À Noah, » confirma Ryan. Cole tendit la main. Ryan la prit. Ils se serrèrent une fois et ce n'était pas comme une poignée de main formelle ni comme une informelle. C'était la compression particulière et silencieuse de 2 personnes qui reconnaissent quelque chose de vrai qui n'a pas de nom propre. « Il sera fier, » dit Cole pour la 2e fois en 3 jours. Comme si la première fois n'avait pas suffi,
ou comme si c'était le genre de chose qui méritait d'être dite 2 fois. « Tu me l'as déjà dit, » dit Ryan. « Ça vaut 2 fois plus, » dit Cole. Ryan le regarda un long moment, le grand visage ouvert d'un gamin de 22 ans du Tennessee qui était sorti de la formation quand il aurait été plus facile de ne pas le faire, et qui avait traversé la cour vers un homme qu'il venait de découvrir, qu'il ne connaissait pas, et qui avait dit la bonne chose sans la préparer, venant d'un endroit en lui-même qui n'avait pas été entraîné, mais construit au fil d'une vie à avoir été élevé par des gens qui comprenaient ce que ça signifiait de se montrer pour quelqu'un. « Prends soin de Rivera, » dit Ryan doucement. « Pas assez fort pour la salle. » Cole hocha la tête. « C'est déjà en cours. » Ryan hocha la tête en retour, puis il se retourna et sortit des baraquements et descendit le couloir et franchit la porte principale du bâtiment et entra dans l'air du soir de Fort Caswell, qui avait cette qualité sèche et ouverte d'une base de plaine en fin octobre, frais sur les bords et encore chaud au milieu. Le ciel au-dessus faisant ce que font les ciels de plaine à cette heure. Des couleurs qui n'ont pas de nom dans aucun vocabulaire standard, présentes pendant environ 11 minutes avant que le noir les prenne. Il s'arrêta dehors un moment. Il pensa à la route jusqu'à l'aéroport, au vol du retour, aux 40 minutes de conduite depuis l'aéroport jusqu'à la maison de sa sœur, où Noah serait soit endormi, soit, si Claire l'avait laissé veiller, assis sur le canapé dans son pyjama, dans la posture précise d'un enfant qui attend et qui essaie très fort de ne pas avoir l'air d'attendre. Il pensa à la voix de Noah, au téléphone 3 jours plus tôt. Un peu comme si t'étais là. Il pensa aux cages de frappeurs le premier samedi après son retour. Une promesse qui était aussi un plan, qui était aussi, à sa façon tranquille, une déclaration de quelque chose d'important. Que le travail, aussi nécessaire qu'il soit, n'avait pas le droit d'être la chose entière. Qu'il y avait une vie de l'autre côté de chaque opération qui exigeait qu'il se présente complètement, pas seulement fonctionnellement. Que Noah méritait un père qui était présent, et pas seulement un père qui rentrait. Il travaillait sur la différence entre ces deux choses depuis 8 ans. Il n'avait pas terminé d'y travailler. Il ne pensait pas qu'il le serait jamais entièrement. Mais il était plus loin que là où il avait commencé, et il allait dans la bonne direction, et c'était la seule chose honnête qu'on pouvait dire de tout projet continu qui comptait. Il marcha jusqu'à la voiture de location. Il quitta la base à 18h43 et Fort Caswell recula dans le rétroviseur de la façon dont tous les endroits reculent quand on s'en éloigne à 100 km/h à l'heure. D'abord clairement, puis moins, puis seulement la forme générale, et puis plus rien du tout. 3 semaines plus tard, le sergent-chef Shane Garrett fut formellement séparé de l'armée des États-Unis avec une réduction de grade et une notation permanente dans son dossier de service qui le suivrait pour le reste de sa vie. L'audition de séparation formelle dura 4 heures. Il ne contesta pas les conclusions. Son avocat fit une brève déclaration. Garrett en fit une plus courte. Elle contenait des excuses qui étaient, selon les récits des 3 personnes dans cette pièce qui avaient été dans assez de pièces pour connaître la différence, genuine. Si genuine était suffisant, c'était une question que les dossiers n'avaient pas répondu, parce que les dossiers n'étaient pas conçus pour répondre à ce genre de questions. Ce genre de questions appartenait au processus plus long et plus lent d'une vie humaine, et elle y serait répondue ou non, avec le temps, de façon qu'aucune documentation ne pouvait prédire ni capturer. Rivera termina le cycle de formation avec le meilleur score de combat rapproché de l'histoire de la compagnie Delta. Il n'en fit pas l'annonce. Il posa simplement le chiffre sur le tableau et le laissa exister. Cole Briggs finit 2 semaines après lui, 2e dans la compagnie. Et quand Rivera vit les scores affichés et se retourna avec une expression sur le visage qui essayait de ne pas être aussi immense qu'elle l'était, Cole dit de l'autre côté de la pièce sans s'y arrêter « Je te l'avais dit ». Le sergent-chef Karen Aldridge dirigea sa première formation avec la compagnie Delta mardi matin de début novembre. Elle était compacte, directe, précise. En 10 minutes, elle avait couvert plus de terrain que la plupart des instructeurs en couvrent dans leur première semaine. Et elle l'avait fait sans jamais élever la voix. Kowalski se pencha vers Chen pendant cette première formation et dit très doucement « Elle est différente ». Chen regarda droit devant lui. « Ouais, bien différente. »« Ouais », dit Chen à nouveau.
Et dans une maison dans une banlieue de 2 États plus loin, le premier samedi après le retour de son père, un garçon de 8 ans, nommé Noah, se tenait dans une cage de frappeur avec un casque légèrement trop grand et une batte légèrement trop lourde, et un regard de concentration absolue, indivisible et incandescente sur le visage, et frappa le premier lanceur de toutes ses forces. Il le rata d'1 kilomètre. Il regarda son père. Son père souriait. Encore, dit Ryan. Noah se remit en position, agrippa la batte, attendit. Le lanceur arriva. Cette fois, le claquement du contact fut net et propre et réel, et la balle fila dans la cage en ligne basse et dure, et Noah se retourna avec les yeux écarquillés et la bouche ouverte, ne croyant pas encore tout à fait que ses propres mains avaient fait ça. « C'était toi, dit son père, tout toi. » Noah regarda la balle, puis son père, puis il fit le sourire qui appartient seulement aux enfants et aux meilleurs moments de la vie, ouvert, sans garde, complet, sans une seule réserve en lui. Et Ryan Mercer, qui avait passé 6 opérations et une décennie dans les espaces entre les choses, debout dans des cours d'entraînement avec du sang séché sur la lèvre, de l'autre côté de portes fermées dans des pièces sans fenêtres, portant le poids de ce que le travail exigeait, posant l'autre poids seulement dans des moments comme celui-ci. Ryan se tenait dans une cage de frappeur un matin de samedi avec le soleil sur son visage et regardait son fils sourire. Et il était entièrement, complètement, sans réserve aucune, présent. C'était pour ça que le travail existait. Pas les rapports, pas la documentation, pas les résultats formels et les commissions d'examen et le mécanisme des conséquences qui tournait lentement dans la bonne direction. Tout ça comptait. Tout ça était nécessaire. Mais ce n'était pas la raison. C'était la raison. Ce moment précis et tous les moments comme lui que le travail rendait possible pour les gens qu'il protégeait. Les 40 recrues qui deviendraient des officiers et des instructeurs et des commandants qui se tiendraient dans les moments précis où il était plus facile de se taire et choisirait autrement, et dont le choix protégerait quelqu'un qu'il n'aurait jamais rencontré, de la même façon que le travail de Ryan avait essayé de protéger des gens qu'il ne connaîtrait jamais. La chaîne, longue, lente, imparfaite, absolument nécessaire, de gens qui font la bonne chose même quand ça leur coûte quelque chose, pour que d'autres puissent se tenir dans la lumière un matin de samedi et entendre leur enfant rire. Ryan posa la main sur l'épaule de Noah. « Encore, dit-il, et Noah revint à la plaque, et la machine s'arma, et le lanceur arriva. Et cette fois, Noah ne rata pas.